Donc voilà, je vais vous parler ici de cartographie aérienne par photogrammétrie. Donc, la photogrammétrie est une technique assez ancienne, je ne vais pas avoir le temps ici de vous présenter la technique, mais ça fait des décennies que cette technique existe. Et depuis l'avènement du numérique et après les évolutions aussi de la puissance de calcul, la photogrammétrie a connu ces dernières années un grand essor. Et je vais vous présenter ici, la photogrammétrie a connu ces dernières années un grand essor. Et je vais vous présenter ici quelques utilisations de la photogrammétrie, notamment à l'échelle du territoire, par cartographie aérienne. Quelques utilisations de la photogrammétrie, notamment à l'échelle du territoire, par cartographie aérienne aéroportée, principalement par ULM ici. Donc, petit tableau comparatif des différents moyens d'acquisition d'images vues du ciel et même plus vues de l'espace. Il y a trois grands modes d'acquisition. Il y a tout ce qui est images satellitaires, tout ce qui est après cartographie à partir d'images ULM, avions et hélicoptères, et aussi tout ce qui est pour des projets avec une résolution qu'on souhaite plus fine, de la cartographie par drone. Donc pour comparer entre l'image satellitaire qui permet de faire des très très grandes surfaces avec une résolution qui est souvent moyenne à bonne, hein, ça dépend avec les dernières générations de satellites, on obtient des bonnes résolutions, et le drone qui permet de descendre à des résolutions très très fines, on parle de l'ordre de, on peut descendre jusqu'à 1 cm par pixel. Donc pour ceux à qui ça parle, dans chaque image numérique, une image est composée de pixels. Et donc quand on fait une photographie aérienne, 1 cm, la photogrammétrie a connu ces dernières années un grand essor. Et je vais vous présenter ici quelques utilisations de la photogrammétrie, notamment à l'échelle du territoire, par cartographie aérienne, mètre par pixel. Ça correspond à ce qu'au sol, 1 cm² est échantillonné par 1 pixel dans l'image. Donc classiquement, par exemple, une pièce de 2 € serait échantillonnée dans un pixel. On peut avoir ce type de résolution avec de la cartographie par drone. Et entre les deux, pour faire des grandes surfaces, donc plutôt à l'échelle du territoire, et toujours avec une bonne résolution, on travaille classiquement entre 5, 15, 20 cm par pixel, on peut faire appel à de la cartographie. Et ici, par exemple, à La Réunion, nous, régulièrement, on fait de la cartographie avec des images ULM. Donc on prend avec un photographe qui fait des photographies à partir d'ULM. Un avantage de la cartographie par ULM ou par drone, c'est que les clients qui achètent des données sont propriétaires des images. Ce qui n'est pas le cas avec les images satellitaires où les conditions d'utilisation des images sont assez restrictives et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les images. Pour vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire par photogrammétrie, là je vais montrer des exemples qui sont très pratiques, pas beaucoup de théorie, mais plutôt pour vous illustrer ce qu'on fait au quotidien ici à Géolab, avec des exemples à La Réunion. Donc, premièrement, ici ce sont des orthophotographies. Donc ce sont des images, ce sont des assemblages de centaines, voire milliers d'images aériennes qui sont assemblées et orthorectifiées. Ça veut dire qu'il n'y a aucune déformation liée à la perspective et elles sont toutes géoréférencées. Donc en fait, à l'aplomb de l'image, quand on regarde l'image, c'est comme si on était à l'aplomb de chaque point et donc on n'a aucune perspective. Par exemple, les toitures, quand on est en ville, on est par exemple sur Sainte-Marie, les toitures, on les voit vraiment à l'aplomb. Donc si on superpose un plan, par exemple un plan cadastral, on verra exactement le plan qui prend la place sur ce plan-là. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec des images satellitaires où les images sont prises, parfois il y a un certain angle et on peut voir des façades de bâtiments. Ce qui n'est pas le cas quand on fait de l'orthorectification à partir d'images d'ULM. Et après, on peut faire aussi, par exemple, là, c'est une orthophotographie d'une des digues sur la NRL qui est en train d'être construite, sur lequel on a fait, et on fait encore régulièrement, des suivis de la construction des digues par orthophotographie, sur lesquels après on superpose pour voir l'évolution du chantier et voir si les étapes de construction suivent les délais prévus. Alors pour vous parler un peu, pour vous donner une idée de ce qu'on parle en temps de résolution, ici, c'est un extrait de l'orthophotographie qu'on voit ici. C'est un agrandissement sur l'orthophotographie à Pierrefonds. Et là, c'est échantillonné à 5 cm par pixel. Donc, ce qui veut dire que sur des dizaines, voire parfois des centaines d'hectares, on a fait des cartographies jusqu'à 1600 hectares, on peut avoir ce type de définition, ce qui permet, vous voyez, de voir des détails comme des voitures, même l'état de la rouille sur les toitures, ce qu'on ne verrait pas forcément avec des images satellitaires. Et puis en plus, quand on fait une orthophotographie, on l'a à un instant T, alors que les images satellitaires, s'il faut les commander, c'est souvent cher. Et puis là, on les a au jour qu'on souhaite. D'autres exemples d'utilisation des orthophotographies, ça peut être pour de la gestion de terrain, par exemple, pour des gestions de cimetières, par exemple, où c'est souvent assez compliqué d'imbriquer ce qu'il faut. Et on peut faire de la gestion par imagerie aérienne.
Pour de la gestion environnementale aussi de projets, par exemple, on peut faire du suivi régulier d'un même territoire qui est en train d'être envahi, par exemple, par des plantes envahissantes. Et comme tout est géoréférencé, on peut les superposer. Et donc, on voit l'évolution des plantes envahissantes, par exemple, sur un territoire. Ça peut être utilisé aussi, par exemple, pour du suivi de littoral. Donc là, on peut suivre, par exemple, le trait de côte, l'érosion ou la recolonisation par la végétation de littoral. Pour vous montrer un exemple de superposition, voilà, par exemple, un chantier sur lequel on est passé à 3 semaines d'intervalle par ULM et sur lequel on peut voir, je ne sais pas si vous voyez ici, la route ici a été macadamisée, la toiture ici a été faite et le terrain ici a été construit. Donc on voit bien que, par exemple, si on veut suivre le chantier sur plusieurs instants, on peut voir le chantier se développer. Et tout est géoréférencé, donc c'est exactement aligné de la même façon. Donc on peut faire la même chose pour, comme je vous disais, les envahissantes. On voit exactement comment, au fil des ans, elles se développent. On peut faire de la superposition vectorielle. Donc ça, c'est un extrait d'une orthophotographie qu'on a fait sur Saint-Paul. Donc on a cartographié tout Saint-Paul, et sur lequel, par exemple, ici, on peut superposer les parcelles cadastrales, donc qui sont ici, et toute autre donnée vecteur qu'éventuellement vous êtes amené à utiliser peut être superposée dans des logiciels comme QGIS, ArcGIS, AutoCAD. Tout est géoréférencé et donc superposable. Voilà une autre couche qui correspond au bâti. Ce sont des données publiquement disponibles. Mais donc voilà, on peut tout superposer, tout est géoréférencé avec une précision de centimétrique, en dessous, de l'ordre de 5 à 10 cm. Un autre exemple ici de modélisation de modèles numériques de terrain, c'est-à-dire qu'au-delà de faire de la cartographie 2D imagerie, de l'orthophotographie, on peut aussi créer de la modélisation de terrain, donc de la 3D. Et donc là, par exemple, sur une fraction de la route du littoral, d'une des digues, se superpose ici une image qui correspond à un modèle numérique de terrain. Donc c'est une image qui a dans l'image l'altitude de chaque point, et donc qui est ici illustrée avec un gradient de couleur qui va du bleu vers ce qui est le plus bas, vers le foncé orange et rouge, vers ce qui est le plus haut, et sur lequel après on peut tracer des profils d'élévation, des courbes de niveau. Ici, en fin liseré blanc, il y a des courbes de niveau, où on peut faire du semis de points, et là ça s'apparente vraiment à du travail de topographie. On peut faire aussi de la modélisation 3D, là en vrai 3D, qui n'est plus une image, mais vraiment, là, c'est des nuages de points en 3 dimensions. Et là, par exemple, c'est une cartographie qu'on a fait en bordure de la RN3 à Saint-Pierre. Pour ceux qui ça parle, ici, c'est le rond-point où il y a le McDonald's ici. Et tout en haut, ça va jusqu'à la ligne Paradis, le rond-point des Balances. Et donc là, on a un modèle, on a des points du terrain, en fait, qui correspondent à tout l'environnement proche de la route. Comme je vous ai dit, donc, on peut faire de la modélisation 3D. Ça, c'est sur un exemple de route, classiquement du travail de topographie. Mais on peut aussi, à l'échelle de villes, modéliser des villes entières. Donc c'est ici, par exemple, je vais vous montrer en vidéo, ce sera plus illustré qu'ici, mais on peut faire de la simulation dans la ville de projets immobiliers et après faire des analyses un peu plus poussées. F. Voilà. Donc ici, ça c'est la cartographie de Saint-Paul. Donc l'ensemble de Saint-Paul ici, ça correspond à Saint-Paul plus ses environs. Il y a 1600 hectares, sont modélisés en 3D. Donc là, ça a nécessité 3 jours d'acquisition par ULM, parce que c'était tellement grande surface. Il y a des milliers de photos, et qui permettent après d'avoir une modélisation de la ville, sur laquelle, aussi bien, comme ce que je vous ai montré en 2D tout à l'heure, où on superpose les couches vectorielles, on peut superposer dans la 3D les couches vectorielles du cadastre ou d'autres projets. Et on peut aussi superposer, ça c'est Saint-Benoît ici, donc c'est une grande partie, il y a 400 hectares ici, modélisés de la ville de Saint-Benoît. Et en fait, dans ces modélisations de ville, on peut intégrer par exemple des projets architecturaux. Donc on a eu des projets, là je vous rassure, avant qu'il y ait des hola, c'est un projet fictif, c'est juste pour illustrer. On a travaillé sur des projets, mais qui sont un peu confidentiels pour l'instant, donc on ne peut pas vous les montrer. Donc là, c'est un projet fictif, et c'est même pas au même endroit qu'il y a le projet, donc rassurez-vous si vous êtes dans les environs. Donc c'est juste pour vous montrer que dans la ville, après, on peut implémenter des projets dessinés par des architectes pour avoir une simulation de son projet, sur lequel on peut par exemple faire des études de champ de vision.
Donc là, ça veut dire qu'on se met à la place de la personne qui est par exemple à cet endroit-là, son balcon dans son logement, et on va voir si depuis chez lui, il a une vision sur le nouveau projet immobilier, oui ou non, et ça permet de voir par exemple si la vue qu'il avait sur la mer va être bouchée par le projet immobilier. Et on peut aussi se mettre par exemple dans le projet immobilier, le nouveau, pour voir la vue qu'on aura depuis le projet immobilier sur la ville existante. Et enfin, pour terminer, parce que j'ai plus beaucoup de temps, je vous montre ici une analyse sur base de ce même projet où on peut faire de l'analyse d'ombre. C'est-à-dire qu'à partir du projet, comme il a sa hauteur, on peut simuler la position du soleil tout au long de l'année. Et en fonction de ça, on voit, ici c'est juste à une date, hein, mais on voit le soleil le matin, l'ombre qui se déplace en fonction de l'heure sur les environs et qui peut donc impacter l'environnement proche. Donc voilà, ici, j'ai terminé ma présentation sur les nouvelles techniques de photogrammétrie numérique à partir d'imagerie aérienne capturée par ULM. Voilà. On va passer aux questions dans la salle. Merci Romain. Merci. C'est normal. C'est parce que en fait, la route, toute la photogrammétrie est basée sur le contenu qu'il y a dans les images. C'est-à-dire qu'on fait des centaines de photos. Là, il y avait une centaine de photos, enfin plusieurs centaines de photos, et sur lequel, en fait, le logiciel calcule dans les photos des points caractéristiques. Il calcule des points dans chacune des photos, et après, il fait de la corrélation entre ces photos. Ce qui fait que, par exemple, si on fait une photographie d'un terrain avec des graviers, de la végétation, le logiciel va avoir facile à calculer des points de corrélation qui sont identiques d'une photo à l'autre. Le même caillou, il va facilement l'identifier d'un point à l'autre. Sur de l'enrobé, du macadam, comme on voit sur la route, la texture du macadam est toute noire. Ce qui fait en fait qu'il a du mal à trouver le même point d'un point à l'autre. Tous les abords qu'on a vus ici. Oups. C'est pas celui-là? Ah non, pardon. Tout ce qu'on voit ici, le logiciel a très facile à trouver, les points. Ici, il en trouve. Hein. Ce qu'il y a, c'est que souvent, il confond les points. Parce que dans le noir, c'est très compliqué de trouver le même point. Ce qui fait que la précision est assez aléatoire, la précision du relevé. Et comme là, c'est pour faire un relevé topographique, on a préféré supprimer les points du macadam parce qu'ils sont peu précis. Et donc, si après, le bureau d'études qui va travailler sur ces projets-là prend comme référence ces points-là, il risque d'être peu précis comparé à tout l'environnement alentour qui est beaucoup plus précis. C'est pour ça que là-dessus, ça a été supprimé. C'est le genre de méthode, je pense, donc, qui n'est pas tout à fait adapté à du travail d'ingénierie routière, finalement, si on a besoin d'intervenir sur le ruban routier en lui-même. Oui. Pour la route, c'est un cas particulier, c'est très compliqué en photogrammétrie de le reconstruire. Là, des techniques LIDAR, par exemple, donc en laser, sont beaucoup plus adaptées et plus précises. En général, le LIDAR permet d'avoir des modélisations 3D en nuage de points aussi, hein, ça c'est un nuage de points, qui sont beaucoup plus précises, mais à des coûts qui sont beaucoup plus élevés, moins facilement disponibles. Donc c'est un avantage par rapport à l'autre, c'est plus facile à obtenir, plus rapide, moins cher souvent, mais il y a certains inconvénients, notamment un petit peu moins de précision et des cas plus compliqués à reconstruire comme l'enrobé. Après, là, je vous ai montré quelques vidéos des modèles 3D. J'aurai des modèles 3D qui vont tourner, si vous voulez, après au stand. Donc, si vous êtes intéressé pour voir comment ça rend en 3 dimensions, parce que là, ce ne sont que des vidéos, vous pourrez voir ça au stand tout à l'heure. Bonjour, oui. Stéphane Totalmi de l'IRT. Vous avez une enveloppe à peu près, du coup, estimatif au mètre carré ou kilomètre carré de ces travaux? Les coûts de prestation en enveloppe globale, moyen. Ouais. Ça dépend, il n'y a pas de moyenne parce qu'on fait des projets qui sont, là c'est un projet on va dire de moyenne ampleur, mais après quand on fait toute la ville de Saint-Paul, là ça correspond à 2 à 3 semaines de travail après d'ingénieurs sur l'ordinateur de modélisation. Donc ça varie on va dire de l'ordre de 2 000 € pour une petite surface jusqu'à 30 000 50 000 €, ça dépend un peu de l'emprise de projet. Merci.